L'hygiène est l'ensemble des comportements permettant de maintenir l'individu dans un état de propriété et de bonne santé. L'hygiène hospitalière fait partie intégrante de l'activité et de la qualité des soins des hôpitaux. Elle est surtout orientée vers la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire celles contractées en milieu hospitalier, dont sont chargées les équipes opérationnelles d'hygiène qui sont maintenant dans tous les hôpitaux. De nos jours, les infections nosocomiales constituent un problème de santé majeur de par leur fréquence, leur coût et leur gravité. En effet, elles appartiennent aux 10e première cause de mortalité dans les hôpitaux. Elles entraînent une prolongation des durées de séjour, une augmentation des coûts de prise en charge et ont fréquemment des conséquences cliniques très graves. Quel est l'état d'hygiène de nos structures sanitaires? Quelles sont les dispositions prises au sein de nos structures sanitaires pour éviter d'éventuelles contaminations? Pour répondre à ces différentes questions, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Félicité Nana. Dr Nana est la directrice de la qualité des soins et de la sécurité des patients au ministère de la Santé. Dr Adissa Séré. Dr Séré est la responsable du projet PRISM à Expertise France. Également sur ce plateau, Mme Lucienne Sandouidi, technicienne du génie sanitaire, présidente de l'amicale des professionnels du génie sanitaire du Burkina Faso. Et puis M. Adama Koulibaly. M. Koulibaly est ingénieur du génie sanitaire, membre de l'amicale des professionnels du génie sanitaire du Burkina Faso. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, merci de suivre ce premier numéro de Santé Mag et à l'occasion, toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019, une année pleine de santé. Et puis participer à cette émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Nana, comment sont les structures sanitaires au Burkina Faso? Quel est leur état d'hygiène de propriété? Okay. Merci, Madame Dao. Avant donc de répondre à cette question, je voudrais donc, au nom de l'équipe, vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de discuter de cette thématique qui est très importante pour le ministère de la Santé. Revenons donc à votre question, quel est l'état donc de propriété des structures de santé? Alors, nous dirons que le niveau donc de propriété des structures de santé n'est pas toujours ce qu'on aurait voulu voir, et le niveau varie selon qu'on soit d'une structure à une autre, selon qu'on soit dans le public ou dans le privé, qu'on soit dans un hôpital ou dans un CSPS, donc ça varie. Et on dira globalement que l'hygiène reste un défi pour le système de santé. Monsieur Nakoulma, quels sont les objectifs de l'hygiène hospitalière? Ok, merci bien madame. Alors, il faut dire que les objectifs de l'hygiène, premièrement, c'est vraiment la prévention des infections associées aux soins au niveau de nos établissements de santé. Et deuxièmement, c'est protéger les patients contre les infections associées aux soins en améliorant l'hygiène hospitalière, en améliorant également la sécurité des soins. Et également, c'est vraiment protéger la santé des professionnels de santé dans les exercices, dans les professions. Voilà un peu quelques les objectifs en matière d'hygiène hospitalière. C'est également rendre un cadre propice, l'environnement, un environnement sain, favorable à l'exercice des professionnels de santé. Donc, ça donne également une image de marque de l'établissement de santé. Voilà un peu les objectifs de l'hygiène hospitalière. Docteur Nana, quels sont les acteurs de l'hygiène hospitalière au niveau institutionnel et au niveau opérationnel? Okay. Merci. Je dirais que tout le monde est acteur de l'hygiène hospitalière, mais si c'est la répartition des rôles et responsabilités au niveau institutionnel, et il faut dire que l'organisation donc de l'hygiène hospitalière épouse un peu l'organisation du système de santé qui a deux pans. Donc sur le plan administratif, nous avons au niveau national, donc au niveau central, la direction de la qualité des soins et de la sécurité des patients qui coordonne l'hygiène hospitalière et fait la promotion de la lutte contre les infections associées aux soins. Et cette direction travaille en collaboration avec d'autres directions sur le domaine, notamment la direction de la protection de la santé de la population et avec d'autres entités du ministère. Alors, nous avons également au niveau déconcentré, notamment au niveau des directions régionales,
des services de promotion de la santé qui font également donc, de l'hygiène hospitalière et au niveau des districts sanitaires. Alors, pour ce qui concerne les structures de santé, à l'intérieur donc des formations sanitaires, il y a également des responsabilités qui sont partagées. On a au sein de la direction générale des hôpitaux une direction en charge de la qualité dans laquelle il y a un service d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients. Et on a également au niveau des CMA un responsable en charge donc, de la promotion de la santé qui assure l'hygiène hospitalière. Donc de façon globale, tout le monde est acteur de l'hygiène hospitalière. Les patients sont acteurs de l'hygiène hospitalière, les accompagnants, les professionnels de santé sont acteurs. Donc tout le monde est acteur de l'hygiène hospitalière. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection associée aux soins? Docteur Séré. Merci Madame Dao. Alors quand on parle d'infection nosocomiale, on parle d'infection associée aux soins. En fait, c'est une notion qui a traversé le temps. Initialement, même on parlait d'infection hospitalière parce qu'on voyait les soins uniquement dans le cadre de l'hôpital. Ensuite, on a parlé d'infection nosocomiale pour associer les établissements de santé parce qu'il n'y avait pas que les hôpitaux, il y a d'autres structures de santé autres que les hôpitaux qui offrent des soins. On parle d'infection nosocomiale. Et au fil du temps, on se rend compte que les questions de santé se sont vraiment développées et ont quitté même un peu quand même le cadre de l'hôpital. Et aujourd'hui, nous parlons d'infection associée aux soins pour dire que c'est une infection qui survient au cours d'une prise en charge d'un patient à l'entrée ou à l'admission de ce patient dans un établissement de santé ou en tout cas au début d'une prise en charge. Et cette prise en charge peut être diagnostique, que ce soit pour les soins, que ce soit pour même la prévention, que ce soit pour l'éducation, en tout cas, quelle que soit la prise en charge qu'on donne à un patient, si une infection survient au cours de ces actes et qu'il n'existait pas au début de sa prise en charge. C'est pourquoi on voit le patient. Et donc, et cette infection, vraiment, souvent on la calcule à partir de 48 heures après l'admission d'un patient. Et l'environnement compte, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les centres des maisons de retraite, même à domicile. Si des soins sont prodigués à un patient, il peut arriver qu'il contracte une infection associée aux soins. Donc ça n'a rien à voir avec ce pourquoi on traite ou on administre des soins à ce patient. Docteur Nana, on voit que les infections nosocomiales occupent la 10e place dans le monde en termes de taux de mortalité. Est-ce qu'au Burkina Faso, vous disposez des chiffres? Alors, et comme vous le dites, effectivement, au niveau mondial, il y a un certain nombre de statistiques et l'OMS estime environ 3 à 16% dans les pays développés et il semblerait donc que dans les pays en voie de développement, ce taux serait multiplié jusqu'à 20 fois. Alors, au niveau donc, du Burkina, nous avons quelques données qui sont parcellaires, qui sont généralement issues d'études menées dans des structures bien précises, dans des services bien précis, ce qui fait que nous n'avons pas des données de façon holistique. Mais une enquête que nous avons menée, je pense, en août dernier, avait déjà montré une prévalence d'environ 6%. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment l'échantillon n'est pas représentatif pour pouvoir donner des chiffres nationaux. Mais nous avons lancé un système donc de surveillance de ces infections qui va améliorer la notification et va nous permettre de disposer des données fiables pour pouvoir renseigner effectivement l'évolution donc de ces infections-là. Déjà, à partir de ces données, est-ce que vous pouvez dire l'infection la plus fréquente enregistrée? Donc, dans la revue donc, de cette littérature interne donc, que je disais, qui n'est pas du tout représentative, mais qui donne quand même une idée parce qu'on n'a pas mieux. Alors, c'est les infections donc, du site opératoire qui sont les plus retrouvées. Pendant qu'au niveau international, c'est plutôt les infections urinaires qui sont les plus fréquentes, qui sont suivies des infections du site opératoire. Au Burkina, on a tendance à avoir l'infection du site opératoire, suivie des infections de la peau et des tissus mous, suivies donc des infections respiratoires, avant d'arriver même aux infections urinaires. Madame Sanoudi, vous êtes la présidente de l'amicale des professionnels du génie sanitaire du Burkina. Présentez-nous un peu votre association. Okay. Merci beaucoup, Madame Dao.
Et avant même de présenter l'association, je vais dire ce que c'est que le professionnel du génie sanitaire. Parce que généralement, quand on nous dit qu'est-ce que tu fais, je suis professionnel du génie sanitaire, la deuxième question, qu'est-ce que le génie sanitaire fait? Donc on peut dire que le professionnel du génie sanitaire, c'est un professionnel qui intervient dans l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, et aussi dans la prévention contre les pollutions, et en matière de santé publique et d'une manière générale dans l'éducation en matière de santé. Et maintenant, l'amicale des professionnels du génie sanitaire, c'est une association qui regroupe tous les professionnels du génie sanitaire du Burkina Faso, telle que soit l'école de formation. Et ça concerne les membres actifs et les membres d'honneur, et les membres actifs, tout professionnel du génie sanitaire qui désirent adhérer à l'association et qui acceptent de respecter le règlement intérieur. Et quels sont les objectifs de l'association, M. Nakoulma? Ok, merci bien. Les objectifs de notre association, on a promouvoir le corps du génie sanitaire à travers des actions promotionnelles, des actions de visibilité. Également, c'est de renforcer la cohésion et la solidarité entre les professionnels du génie sanitaire. Voilà, donc c'est de développer vraiment l'esprit de solidarité et l'esprit d'entraide entre les membres du génie sanitaire. Et également, un des objectifs, c'est vraiment entretenir des relations fonctionnelles entre les professionnels du génie sanitaire, c'est-à-dire l'amicale et les autres associations sœurs. Voilà, donc participer à leurs activités, avoir des cadres de rencontres ensemble. Et également, c'est vraiment contribuer à la formation des membres de l'amicale et également participer à leur épanouissement pour pouvoir les permettre d'exercer au mieux les tâches, les missions au niveau des différents services. Et enfin, c'est vraiment encourager et participer aux activités de recherche dans le domaine du génie sanitaire, c'est-à-dire dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, alors, dans le domaine de l'environnement, etc. Donc, c'est l'exemple, par exemple, de l'hygiène hospitalière où nous travaillons avec nos partenaires tels que le ministère de la Santé et les autres partenaires pour pouvoir améliorer l'hygiène hospitalière dans nos établissements de santé. Voilà. Le centre hospitalier régional de Gawa est la structure sanitaire de référence dans la région du Sud-Ouest. La lutte contre les infections associées aux soins s'appuie sur les ressources humaines et un laboratoire spécialisé. Le CHR de Gawa, à l'image des autres formations sanitaires du pays, ne dispose pas de laboratoire spécialisé pour assurer la veille environnementale et épidémiologique au niveau de la structure. Le constat avec Bernard Kombelem et Lazare Pouya. Nous sommes ici au centre hospitalier régional de Gawa. À l'image des autres formations sanitaires du pays, le CHR de Gawa n'échappe pas aux infections nosocomiales dues à l'insuffisance de l'hygiène hospitalière. Au regard de ce qui précède et malgré les efforts des responsables du CHR d'assurer une bonne hygiène hospitalière aux populations du Sud-Ouest, force est de reconnaître qu'il y a une insuffisance de désinfection des locaux. Qu'à cela ne tienne, l'hygiène hospitalière vise à prévenir la transmission d'agents pathogènes entre patients, de patients à soignants et de soignants à patients. Toute chose qui exige que les dispositions soient prises pour lutter contre les infections nosocomiales. L'apparition d'une infection nosocomiale dépend en partie de la présence de germes en milieu hospitalier, du patient et le personnel de l'hôpital qui constituent la plus importante source de germes ainsi que du matériel et de soins et les surfaces de l'hôpital. Ces déchets biomédicaux du CHR de Gawa peuvent également être source de microbes et peuvent être contaminés par les germes apportés par les personnes. Face à ce danger qui guette les patients, les accompagnants et le personnel soignant, une bonne sensibilisation s'impose. L'hygiène hospitalière est une affaire qui concerne tout le monde car elle permet de réduire la mortalité et la morbidité hospitalière. Dans les hôpitaux de Ouagadougou, comme le CMA de Pissi ou le CHU Yalgado Ouedraogo, le constat en matière d'hygiène est alarmant. De ce constat, il ressort des pratiques de certains usagers qui produisent et versent des eaux usées à proximité des lieux de soins, tels que les urgences traumatologiques et la maternité. Les ordures sont également jetées sur les toits, derrière les fenêtres ou simplement à côté des poubelles. Issaka Ouedraogo, Rasmane Zoundi et Ismaël Diloma Sirima pour le reportage. Défécation à l'air libre dans l'enceinte du centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi.
Ces actes sont récurrents malgré la présence de latrines dans ces lieux. Et même lorsque ces latrines sont utilisées, il y a des usagers qui semblent ne pas connaître les bonnes pratiques. Il y a des personnes qui rentrent déféquer dans la douche et elles veulent se laver là-bas. Et puis, lorsque les femmes retirent leurs couches, il y a certaines qui les jettent dans les WC au lieu de les mettre dans les poubelles. Dans d'autres hôpitaux également, comme celui de Yalgado Ouedraogo, certains usagers sont des as dans la production des eaux usées. Ils abandonnent volontairement les aires de lavage pour mouiller les abords de la maternité et autres services de soins. Les fois où ces aires de lavage sont utilisées, on les transforme souvent en dépotoirs de sorte à obstruer les conduits d'évacuation des eaux. Avec l'étendue de l'hôpital, il nous est souvent difficile de pouvoir intervenir partout. Lorsque nous sommes à un endroit pour sensibiliser, en d'autres lieux aussi, il y a des patients là-bas et des accompagnants qui ne sont pas touchés en même temps. Et quand on fait le tour des bâtiments de certains centres de santé, on peut facilement découvrir des endroits non homologués que les usagers dédient aux urines. Juste un peu plus loin, on tombe sur des fenêtres par lesquelles les personnes hospitalisées et leurs accompagnants n'hésitent pas à jeter leurs déchets divers. Nous excellons dans ce domaine-là, particulièrement ceux qui vivent dans la ville de Ouara. C'est vrai que c'est une grande ville, mais si j'ai un conseil à donner aux citoyens olivériens comme moi, c'est vraiment de faire plus preuve de propreté, non seulement chez eux, mais aussi dans les services publics, particulièrement dans les hôpitaux. Parce que c'est ces mêmes déchets-là qui créent pratiquement les mêmes maladies qu'on connaît et qui nous amènent encore dans ces mêmes lieux. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, il y a même un toit transformé en dépotoir d'ordures. Mais je me dis que pour la population, généralement, quand ils ont affaire ici, c'est le dernier de leurs soucis. Donc pour moi, c'est à l'hôpital de vraiment créer une politique pour pouvoir épurer ces déchets-là. S'il faut compter sur la population, les sensibiliser, mais ce n'est pas gagné d'avance. Et dans certains hôpitaux, comme au CMA de Pissi, lorsque les hommes ne polluent pas le milieu, ce sont les animaux qui les remplacent. Madame Sandwidi, vous venez de voir ce reportage. Dites-nous quelque chose. Comment l'enceinte du CMA de Pissi peut ressembler à un dépotoir? Parce que pour que l'enfant puisse venir faire ses besoins à l'air libre, déjà même le contexte n'est pas sain, c'est pas propre. Et comment on peut retrouver des animaux dans l'enceinte d'un hôpital? Ok, effectivement, c'est la triste réalité dans les structures sanitaires et surtout publiques, parce qu'il y a des structures sanitaires, quand on prend la divagation des animaux, qui n'ont pas de clôture. Donc, si le centre de santé n'est pas clôturé, les animaux ont accès facile, comme on a constaté au niveau du reportage. Et la défécation à l'air libre, il faut dire qu'il y a une insuffisance aussi en matière de l'entretien de l'environnement. Les espaces qu'on pouvait exploiter pour transformer en espaces verts ou pavés pour faciliter l'application des règles d'hygiène ne sont pas aménagés. Donc, ce sont des espaces facilement. Bon, quand le citoyen lambda se retrouve dans ce milieu, il se sent comme s'il était toujours au village. Je vois les ailes partout, je peux amener l'enfant pour aller déféquer à l'air libre. Et il ne prend pas conscience du risque qu'il est en train de s'exposer et exposer même l'enfant en déféquant à l'air libre. Donc je pense que c'est la triste réalité. Ce n'est déjà pas normal même que l'enceinte d'un hôpital, qu'au sein d'un hôpital, d'une structure sanitaire, qu'on retrouve des herbes comme ça. Oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est fait pour maintenir même les lieux propres? Qu'est-ce qui est fait, docteur Nana? Ok, merci. Je pense que nous sommes tous interpellés et choqués par ces images, mais c'est comme elle a dit, c'est la triste réalité. Et nous avons des insuffisances en matière d'entretien de l'environnement, et là il faut le reconnaître, oui, qui sont énormes et qui nécessitent aussi donc des ressources qui sont également énormes et qui ne sont pas facilement mobilisables par les structures. Et donc ils ont l'espace, mais ils n'arrivent pas à exploiter
l'entièreté de l'espace, et ce qui fait que ça laisse donc les accompagnants mener donc des mauvaises pratiques. Alors je pense que dans l'ensemble, ce sont des insuffisances dans la gestion donc de l'environnement, parfois liées à l'insuffisance des ressources, mais également au comportement. Et je pense que ce sont des actions qu'il faut décourager au maximum. Madame Sanvidi, dites-nous quelles sont les composantes de l'hygiène hospitalière? Okay. Quand on parle de l'hygiène hospitalière, on voit 4 principales composantes. Et il y a d'abord l'hygiène des personnes. Et quand on prend l'hygiène des personnes, on met l'accent surtout sur l'hygiène des mains. Parce que selon l'OMS, le simple fait de pratiquer l'hygiène des mains permet de réduire plus de 50% des infections associées aux soins. Et à côté de l'hygiène des mains, il y a l'hygiène même du corps de l'individu. Par exemple, si on veut pratiquer un geste aseptique, comme une intervention chirurgicale ou pour les poses de cathéters, il faut pratiquer une asepsie de la peau. Donc ça fait partie de l'hygiène corporelle. Et il y a bien sûr les douches préopératoires et l'hygiène corporelle même du patient. Et en plus de l'hygiène des personnes, nous avons l'hygiène de l'environnement hospitalier. On vient de voir les images, on vient de parler de ça. Quand on parle de l'hygiène de l'environnement hospitalier, il y a l'accès à l'eau, et l'accès aux toilettes, il y a la disponibilité des toilettes, il y a l'évacuation même des eaux usées. Nous avons vu des images, malgré qu'il y a des aides de lavage, ils continuent de jeter les eaux usées juste à côté, il y a la stérisation des eaux. Donc il y a l'évacuation des eaux usées, il y a l'évacuation des eaux pluviales, et il y a l'hygiène même des locaux d'une manière générale. Et il y a la lutte contre les pollutions de l'air, ça c'est l'hygiène environnementale. Donc, on a l'hygiène des dispositifs médicaux réutilisables. Et ce groupe comprend les dispositifs médicaux qu'on utilise, par exemple pour les interventions chirurgicales, qui sont réutilisables, qu'il faut traiter et en fonction du niveau de risque, il faut laver, désinfecter, stériliser. Et à côté, il y a l'hygiène du mobilier d'une manière générale et tout ce que nous utilisons comme dispositif médical pour prendre en charge le patient. On a la literie, on a les potences, on a les tensiomètres. Donc ça, c'est l'hygiène du matériel. On a l'hygiène de la restauration, donc l'hygiène hôtelière qui comprend l'hygiène de la restauration, donc l'alimentation en milieu hospitalier qui doit respecter des règles d'hygiène, et il y a l'hygiène du linge. Donc voici les 4 composantes. Les hôpitaux sont censés être des lieux où l'on se rend dans le but de recouvrer la santé. Mais il arrive qu'on y contracte d'autres germes et être encore plus malade. La surcharge hospitalière, le taux élevé de fréquentation, la désinfection irrégulière, les questions financières sont autant de difficultés qui favorisent le manque d'hygiène. Le processus de collecte des déchets est également grippé du fait de manque de poubelles et de sachets poubelles. Et quand ils sont collectés, se pose la difficulté du tri, sans oublier le manque d'incinérateurs qui amènent les hôpitaux à brûler les déchets biomédicaux à l'air libre. Isaka Ouedraogo, Rasmane Zoundi, Ismaël Diloma Sirima. On y rentre pour chercher des soins, mais parfois on y ressort avec d'autres maladies. Nous sommes dans le service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, où les personnes admises dans ce service sont confrontées à divers germes. Pour atténuer les infections, le Code de l'hygiène publique stipule une désinfection générale des lieux, au moins 2 fois par an. Il faut dire qu'en matière de désinfection des locaux, des services, il n'est pas fait de façon régulière cette désinfection. C'est au cas par cas. C'est lorsque, sincèrement, le service d'hygiène constate qu'il y a dans certains services des salissures avancées que nous demandons l'appui de la direction générale de l'hôpital. Mais force est de constater que tous les services ne sont pas touchés et le plus souvent, le délai d'au moins 6 mois n'est pas respecté. Et cette désinfection n'est pas de façon régulière, tout simplement parce qu'il y a un problème d'affluence. Les services sont surchargés et les moyens aussi, souvent, ne suivent pas. Pour pouvoir réaliser cette activité, il y a des dispositions à prendre, notamment délocaliser les services ou fermer les services temporairement. C'est ça la difficulté, parce que imaginez que des gens viennent pour se faire soigner, on vient trouver que le service est fermé. À défaut de fermer les différents services, les structures sanitaires développent des initiatives pour réduire au maximum les infections. C'est mettre à la disposition de chaque service des désinfectants de qualité. Voilà. Même s'il y a des germes, il faut qu'il y ait des désinfectants de qualité pour pouvoir combattre ces germes-là.
Hormis la désinfection générale et les mesures de substitution, les hôpitaux s'attellent à la gestion des déchets produits tous les jours afin de réduire également les germes porteurs de maladies. Pour les déchets assimilables aux ordures ménagères, c'est recouvert de sachets noirs. Et c'est dans ces poubelles-là qu'on doit jeter ces ordures. Pour des déchets biomédicaux, là, recouverts de couleur jaune, où on doit jeter ces déchets. Au manque de poubelles et de sachets poubelles s'ajoute aussi un problème de tri des déchets. Notre grande difficulté, c'est que nous disposons de boîtes à tranchants, des boîtes collecteurs, des tranchants piquants tels que les aiguilles, les seringues, les lames de bistouri, qui normalement devaient être collectées dans ces boîtes étanches-là et fermées pour être enlevées après par le prestataire. Mais ce que nous remarquons, c'est que dans les services, il y a certains services qui, malgré la présence de ces boîtes à tranchants rigides, mettent les tranchants et les piquants dans les poubelles à sac rouge ou bien jaune ou noir. Certains hôpitaux ont des partenariats avec des promoteurs privés pour l'enlèvement de ces déchets. Cependant, au CMA de Pissy, on les brûle à l'air libre. Docteur Séré, quels sont les principes d'usage en matière d'hygiène des usagers dans les structures sanitaires? Ok, merci. Pour ce qui est des principes pour les usagers, je vais d'abord commencer même par les professionnels de santé. Pour m'appesantir sur les mains qui doivent être propres. Donc, et quand on parle d'hygiène des mains, les mains, c'est le premier moyen qui dissémine les infections associées aux soins. Donc, si on a les mains propres, on a beaucoup de chances d'avoir moins d'infections associées aux soins. Alors, donc, pour les professionnels de santé, l'OMS a défini 5 critères, je vais dire, où il faut avoir les mains propres. Avant de toucher un patient, il faut se laver les mains. Avant de poser un geste aseptique, par exemple, pour prendre une voie veineuse, il faut se laver les mains. Si on a touché un liquide biologique qui est susceptible d'être infectieux, il faut se laver les mains. Après avoir touché un patient, il faut se laver les mains. Voilà, donc vraiment, et même après avoir touché l'environnement même du patient, il faut se laver les mains. Ces 5 moments-là ne doivent pas être ratés par les professionnels de santé d'abord, parce qu'il faut donner l'exemple. Et les usagers? Maintenant, concernant les usagers, pour les usagers, on va dire que c'est l'environnement. Nous sommes dans une situation où, dans les établissements publics de santé, nous ne pouvons pas dire un patient sans accompagnant. Donc, nous nous retrouvons dans les structures avec des accompagnants, avec des visiteurs. Et donc, vraiment, à ce niveau, c'est maintenir l'environnement du patient propre. Propre. Le linge doit être propre. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où l'hôpital offre le linge aux patients. Et donc, vraiment, c'est la propreté. Il faut que le linge il soit propre. Il faut vraiment faire la culture, la promotion des mains propres. Je pense que ce sont des aspects sur lesquels on doit beaucoup insister et on doit vraiment sensibiliser les gens pour éviter de disséminer les germes d'un patient à un autre. Nous sommes on aime beaucoup se dire bonjour, on aime beaucoup se serrer la main, on aime beaucoup se saluer. Et donc, dans le milieu hospitalier, ce sont des vecteurs, ce sont des moyens plutôt pour disséminer facilement les germes. Voilà. Donc, c'est maintenir le linge propre, les ustensiles propres, au maximum à se laver les mains autant que faire se peut. Monsieur Nakoulma, concrètement, comment vous vivez au respect de ces principes-là? OK. Et donc, je pense que pour le respect de ces principes, ça passe d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation, la communication pour le changement de comportement. Donc, il y a des sensibilisations interpersonnelles à l'endroit des usagers pour les sensibiliser vraiment à pratiquer l'hygiène des mains, comme elle vient de dire tout de suite,
Également, il y a des affiches de sensibilisation qui permettent aux usagers de l'hôpital de pouvoir respecter les consignes et les règles et prescrits, en tout cas, ou bien établis par l'hôpital. En respectant ces règles, déjà que le cadre même est déjà sale, oui. Les peintures qui sont utilisées, je prends l'exemple de l'hôpital Yalgado, oui. C'est des peintures à eau. Ce n'est pas indiqué en temps normal. Oui. La désinfection est irrégulière. Ça devrait se faire chaque 6 mois en moyenne. Il y a des bâtiments qui font des années. Ça, c'est peut-être le ministère. Si déjà le personnel, en tout cas l'autorité sanitaire ne donne pas l'exemple, ne réunit pas toutes les conditions d'hygiène, est-ce que les usagers, en respectant ces principes-là, sont à l'abri? Bon, je peux continuer? Allez-y. Bon, je vais dire que, en tout cas, si les usagers respectent ces principes, ça peut quand même minimiser le risque de transmission des infections associées aux soins, comme on l'a dit dès le départ. Mais je pense que l'autorité sanitaire aussi est en train de travailler à amener toutes ces infrastructures-là dans les normes, notamment la peinture à huile et autres améliorations. Voilà. Et donc, je dirais toujours, il y a le suivi, la supervision régulière qu'il faut faire pour amener les gens à pratiquer l'hygiène et interpeller ceux qui ne sont pas en règle. Voilà. Et également, il faut disposer vraiment le matériel et les infrastructures nécessaires, notamment les dispositifs de lave-mains pour permettre aux usagers de pratiquer le lavage des mains. Si on demande à un usager de laver les mains alors que... Ce dispositif est mis en place. Voilà. Bon, à certains endroits, oui, à certains endroits, il y a les dispositifs qui sont mis en place. Certains endroits également, il y a des aires de lavage pour permettre aux usagers, aux accompagnants de faire la lessive. Voilà. Donc, par exemple, quand on prend l'exemple du CMA de Pissy, on a vu le reportage. Oui. Est-ce que là-bas, qu'est-ce qui est fait? Pour le cas spécifique du CMA de Pissy, qu'est-ce qui est fait en matière d'hygiène? Parce qu'on a vu dans le reportage que vraiment, il y a un problème crucial là-bas. Bon, moi, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bien, nous sommes conscients qu'il y a des insuffisances, mais il y a des choses qui sont... Quand on prend, par exemple, l'environnement, il y a au moins le nettoyage quotidien. Le nettoyage quotidien, la cour est balayée. Seulement, il y a des parties qui sont inaccessibles. Il y a des ailes de lavage qui sont mises à la disposition des accompagnants, mais c'est la mauvaise utilisation. Si vous prenez, par exemple, au niveau du reportage, vous avez vu des eaux stariennes, c'est à côté d'une aire de lavage. Au lieu de faire la lessive à l'intérieur de l'aire de lavage, où il y a des systèmes d'évacuation des eaux usées, et le citoyen lambda préfère aller hors de l'aire de lavage, il finit de faire sa lessive ou sa vaisselle et jette les eaux hors du système d'évacuation. Donc souvent, le peu existe, mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas comment utiliser ce peu-là. Donc quand on est dans un contexte de peu de moyens, c'est à nous aussi de développer des initiatives pour pouvoir utiliser de façon rationnelle ce que nous avons. Parce que quand on prend, vous avez dit, et si les conditions ne sont pas réunies, est-ce que c'est la peine de respecter les règles d'hygiène? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas la peine de respecter. J'ai dit, est-ce que, même en respectant, est-ce que ça protège? Oui, raison pour... il faut même prendre les précautions. Parce que si tu arrives dans un environnement qui n'est pas sain, il faut déjà contrôler tes gestes pour ne pas ramener des germes, pour ne pas te faire contaminer. Donc je me dis que c'est une chose même, c'est ça même qui doit... et interpeller le citoyen lambda à respecter les règles d'hygiène. Faire plus d'efforts. Voilà. Docteur Nana, quelles sont les grandes actions du ministère entrant dans le cadre de l'hygiène hospitalière? Parce que nous avons vu dans le reportage, il y a des problèmes d'incinérateurs, problèmes de poubelles, problèmes de sachets poubelles même. Okay. Merci. Donc, ce que le ministère mène comme action pour renforcer l'hygiène hospitalière, c'est d'abord mettre le cadre institutionnel et donner les orientations. Et en ce sens, il y a une stratégie nationale de l'hygiène hospitalière qui a donné les priorités pour le pays pour renforcer l'hygiène hospitalière. On a un ensemble de documents techniques pour accompagner les structures de santé à établir donc les procédures, les normes pour respecter un certain nombre donc, de réglementations, un certain nombre de bonnes pratiques pour renforcer l'hygiène hospitalière. Il y a également des activités donc, de renforcement de compétences qui sont menées. Et je pense que l'année 2018, on a couvert quand même tous les grands hôpitaux
où on a formé depuis ceux qui gèrent l'hôpital, le niveau managérial, jusqu'au niveau de ceux-là qui nettoient, de ceux qui pratiquent les soins. Donc toute la chaîne a également été formée. C'est vrai que ce n'est pas toutes les structures, mais il y a des activités de formation qui sont mises en place. Il y a également des activités de sensibilisation. Et donc, je crois que pour ces sensibilisations également, on a essayé pour cette année donc, de sensibiliser pour l'ensemble des CHU, CHR et au niveau de quelques CMA, on a sensibilisé tout le personnel sur l'hygiène hospitalière, sur les bonnes pratiques pour amener les gens à s'intéresser parce que c'est surtout un problème de comportement. C'est vrai, vous avez décrit, il faut également les ressources, il faut le cadre, mais il y a également une grande composante de comportement que nous devons maîtriser. Et donc, je pense que c'est un ensemble d'activités que nous menons et qui se poursuivent et qui vont donc permettre petit à petit de lever les grands défis et de pouvoir améliorer l'hygiène hospitalière. Docteur, s'il présentez-nous Expertise France et parlez-nous de votre contribution dans la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Santé en matière d'hygiène hospitalière. D'accord. Merci. En tout cas, je réitère mes remerciements de nous avoir associés à cette émission. Donc, Expertise France, c'est l'agence française d'expertise technique internationale qui est dans plusieurs pays et qui est sur plusieurs thématiques, dont la santé. Et nous, au Burkina, dans le domaine de la santé, nous sommes sur un projet dénommé PRISM, Prévention du risque infectieux et sécurité en milieu de soins. Et ce projet, nous l'exécutons de façon étroite avec le ministère de la Santé pour cadrer vraiment avec les besoins et pour entrer justement dans la stratégie et les politiques qui sont définies. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous sommes sur un financement Union européenne avec l'État français. Et les grandes actions qu'on peut dire, le docteur Nana a un peu brossé parce que nous les accompagnons beaucoup dans ce domaine pour le cadre institutionnel et réglementaire, vraiment c'est un domaine en tout cas qui était assez orphelin, qui avait besoin vraiment d'asseoir quelque chose pour des bases institutionnelles réglementaires, pour accompagner le niveau central, mais aussi au niveau des structures de santé, qu'est-ce qu'il faut faire, vers quelle est la dynamique et tout. Donc, ces documents vont les aider en tout cas à amorcer en tout cas un changement pour ce qui est de l'hygiène hospitalière, parce que le constat qu'on a fait n'est vraiment pas du tout reluisant. Donc, en dehors de cela, nous accompagnons sur des formations, la sensibilisation, l'installation des lave-mains. On en a un peu parlé, mais l'effort, en tout cas, reste. Le besoin est énorme. Nous faisons, en tout cas, ce que nous pouvons. Et aussi, la gestion des déchets. C'est un gros problème pour le ministère de la Santé. Et donc, au niveau de ce projet, nous avons fait des formations. Comment est-ce qu'il faut gérer les déchets à l'intérieur d'un hôpital, et aussi que deviennent ces déchets une fois qu'ils ont quitté l'hôpital. Donc, nous sommes dans cette dynamique avec l'installation d'incinérateurs pour accompagner les structures à détruire, en tout cas de façon optimale, leurs déchets. Vraiment, les actions sont nombreuses, mais vraiment, c'est des actions phares comme ça que nous avons pour accompagner le ministère de la Santé. Monsieur Nakoulma, quelle est la contribution de l'amicale à la stratégie du ministère en matière d'hygiène hospitalière? Ok, merci bien. J'allais dire que l'amicale a un rôle très important dans la mise en œuvre de l'hygiène hospitalière dans nos structures de santé. Donc d'abord, il faut souligner que les professionnels de génie sanitaire sont un peu partout dans les structures de santé publique, voilà, en dehors des CSPS. Voilà. Donc, l'amicale contribue à renforcer les compétences, les capacités de ses membres, voilà, qui vont pouvoir quand même assurer la mise en œuvre des activités d'hygiène hospitalière dans les services, dans les différents services et dans les différentes structures. Voilà. Et donc également, nous organisons par exemple des activités promotionnelles de l'hygiène hospitalière. Voilà. Je pense que nous avons une activité qui va venir bientôt dans 72 heures du génie sanitaire, au cours de laquelle nous allons procéder à un bio-nettoyage d'un centre de santé. Et également, nous allons procéder à des dons des solutions hydroalcooliques, des gels hydroalcooliques et des savons doux, et également des distributeurs automatiques pour pouvoir
promouvoir l'hygiène des mains. Également, nous procédons également à la sensibilisation, à la sensibilisation des usagers, à la sensibilisation personnelle de santé en matière d'hygiène hospitalière. Voilà. Et également, voilà, nous participons à la conception et à l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles et procédures en matière d'hygiène hospitalière, notamment l'entretien des locaux, l'entretien du matériel et l'entretien également du linge, etc. Voilà. Donc, actuellement, nous avons comme perspective l'amicale le choix d'un hôpital pour faire de cet hôpital-là un hôpital de référence en matière d'hygiène hospitalière. C'est-à-dire, nous allons choisir un hôpital avec l'accompagnement de nos partenaires. Le premier partenaire, le ministère de la Santé, voilà, et Expertise France, Diaspeo, la Banque mondiale et des personnes de bonne volonté. On va travailler et faire en sorte que cet hôpital-là soit un hôpital de référence en matière d'hygiène hospitalière. Voilà, donc, où on aura tout ce qui est matériel, équipement disponible pour favoriser l'hygiène hospitalière et assurer la sécurité des soins. C'est voilà une belle perspective. Voilà. Docteur Nana, en dehors de l'amicale et de Expertise France, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui vous accompagnent dans votre stratégie? Oui, effectivement, nous avons d'autres partenaires qui s'intéressent à la thématique. Nous avons donc par exemple JHPEGO, qui mène également et qui nous accompagne dans des activités d'hygiène hospitalière. Nous avons la Banque mondiale qui appuie beaucoup la gestion des déchets biomédicaux. Nous avons CDC et USAID qui appuient également sur la résistance antimicrobienne parce que les deux thématiques sont liées. Au niveau des organisations de la société civile, nous avons aussi des associations donc, comme l'association que nous avons ce soir. Nous avons d'autres comme la BACEP, comme l'OBECAS, qui nous interpellent souvent sur les questions d'hygiène. D'accord. Mais docteur Séré, quelles sont déjà les structures sanitaires qui bénéficient de vos actions? Actuellement, nous sommes dans 21 établissements de santé. Nous avons 6 CHU, c'est-à-dire tous les CHU actuellement, les 8 CHR, donc les hôpitaux régionaux. Et nous sommes sur cette CMA, les CMA de la ville de Ouaga et les CMA de la ville de Bobo. Donc, ce sont nos structures d'intervention pour le moment. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tiendrebugo. Le sujet des maladies nosocomiales intéresse nos téléspectateurs et ça les inquiète même certains disent qu'ils se demandent si c'est la peine d'aller à l'hôpital, si on peut y contracter des maladies. Mademoiselle Nadia Compaoré est en classe de seconde à Ouagadougou. Elle dit que grâce à la publicité sur ce numéro de Santé Mag, elle a ajouté un nouveau mot à son vocabulaire et c'est nosocomial. Et elle s'est informée pour comprendre ce que c'est et à la lumière de ce qu'elle a lu, elle se demande si certaines personnes n'ont pas raison de refuser d'aller à l'hôpital même quand elles sont malades. Son autre question, c'est comment chacun peut travailler pour que ces maladies nosocomiales-là se réduisent ou qu'on puisse les éliminer. Madame Sanouidi, elle nous a appelé de Coupéla. Elle constate que dans les hôpitaux, certains crachent n'importe où, jettent leurs ordures où ils veulent. Et sa question, c'est est-ce que ces comportements-là peuvent être source d'infections nosocomiales? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui fréquentent les structures de santé en matière de gestion des déchets qu'ils produisent? Madame Sawadgo est à Kaya. Elle se pose la question: est-ce que les accompagnants des malades peuvent aussi être concernés par les infections nosocomiales? Monsieur Sawadgo Mahama, il nous appelle de Kaya, il pose la question: est-ce que le personnel de santé est exposé à ces infections-là? Si oui, comment ils peuvent être protégés? Est-ce qu'il y a une couverture, une assurance
qui les couvre pour ces infections-là. Et il s'intéresse à la stratégie de mise en place de protection des agents de santé, surtout pour les CSPS qui sont éloignés des grandes villes. Monsieur Seydou Tchombiano nous suit depuis FADA. Il est choqué par les comportements qu'il a vus dans les 2 premiers reportages. Et lui, il voudrait qu'on se pose ensemble plusieurs questions. Pourquoi cela? Est-ce que les populations sont informées sur ce qu'il ne faut pas faire à l'hôpital? Est-ce que les structures de santé communiquent suffisamment? Madame Lalogo Aïcha, elle est à Yaba. Elle aimerait que vous parliez des mesures de base à adopter pour prévenir les risques d'infection dans les laboratoires d'analyse médicale. Monsieur Ousmane Ouedraogo, lui, suit Santé Magabobo du Lasso. Il a suivi il y a quelque temps l'incendie de l'hôpital de Kongoussi et il se demande si dans de telles situations, les fumées qui se dégagent ne sont pas plus toxiques que les fumées d'un simple feu de brousse ordinaire. Et son autre question, c'est est-ce que les professionnels qui sont là ont une idée sur l'état d'avancement de la réhabilitation de cette structure-là, qui est d'une importance capitale pour les populations de Kongoussi. Monsieur Adama Kabouré nous a appelé de Gawa. Il constate que plusieurs structures de santé manquent d'incinérateurs pour l'élimination des déchets biomédicaux. Quelle est la politique du ministère de la Santé en matière de construction d'incinérateurs adaptés? Il précise d'incinérateurs adaptés parce qu'il semblerait que certains incinérateurs ne sont pas aux normes. Monsieur Salif Tondé nous a appelé de Manga. Il a remarqué que dans les hôpitaux, quand on place une perfusion à un malade, on pique la poche de perfusion pour un appel d'air. Son inquiétude, c'est est-ce que le fait de piquer cette piqûre dans la poche-là n'expose pas le malade à des maladies nosocomiales, des infections nosocomiales, au regard de la quantité de microbes qui circulent dans l'air, dans les structures de santé et ailleurs. Monsieur Kunkorgo, lui, nous a appelé de Waïvia et sur la même lancée que Monsieur Kabouré qui parle d'incinérateur. Et lui, il nous raconte son histoire. Il dit qu'il traverse un village dont il ne cite pas le nom. Et quand il traverse le village, certains jours, il constate qu'au niveau du CSPS, il y a une fumée bizarre qui s'échappe de l'incinérateur et certaines odeurs également. Et les gens qui sont à côté, il a posé la question, on lui a dit que l'incinérateur fonctionne mal. Et sa question, c'est est-ce que vous qui vous occupez de cela, est-ce qu'il y a une politique de suivi et de maintenance de ces incinérateurs-là, ou bien on les construit, on dote un CSPS et puis on part, on laisse les utilisateurs s'en occuper et on ne revient pas voir comment cela fonctionne. Monsieur Ousseini Ouedraogo, à Bobo du Lasso, pense que la question de l'hygiène est liée à la méconnaissance par certaines populations des règles d'utilisation des infrastructures. Il prend le cas, par exemple, des CMA. On a vu le reportage sur le CMA de Pissy. Il dit que pour des gens qu'on évacue souvent des villages, qui ne sont pas habitués aux latrines modernes, il faudrait peut-être que les structures de santé communiquent davantage, qu'à l'arrivée de chaque malade, on prenne l'accompagnant pour lui expliquer, ici c'est les toilettes, on ne doit pas faire des besoins lourds dedans, on ne doit pas se laver et faire tout en même temps là-bas. Et donc, il pense qu'il faut un entretien constant aussi, que les structures gagneraient à mettre l'accent sur la propriété et l'entretien constant pour permettre aux bonnes volontés d'utiliser les toilettes, ceux qui veulent, parce que certains sont découragés quand ils arrivent et puis ils voient que c'est sale. Et donc, M. Tchombiano nous est revenu de FADA sur la question, sur la nécessité de trouver des plans d'assainissement des structures de santé, même si on ne peut pas les vider, qu'on puisse trouver des périodes pour dératiser, faire fuir les cafards et tout. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui.
question donc des téléspectateurs avec Mademoiselle Compaoré. Est-ce que, à cause des infections nosocomiales, certains n'ont pas raison de ne pas vouloir y aller? C'est pour aller prendre d'autres maladies. Docteur Siri. Oui, merci. Bon, je pense qu'il faut toujours aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital quand on a un ennui de santé. Parce que si vous voyez au départ, quand je définissais, aujourd'hui, on ne parle même plus d'infection nosocomiale liée simplement au milieu des soins. Ça va au-delà. Donc, même si à la maison, une perfusion qu'on place, ça ne vous met pas à l'abri de contracter une infection associée aux soins. Ce qu'il faut promouvoir, c'est vraiment les bonnes pratiques et utiliser de façon adéquate les consommables de protection, les précautions standards comme nous on les appelle. Il y a des pratiques, des modes opératoires pour vraiment prévenir la survenue des infections associées aux soins. Voilà. Est-ce que la dégradation, le fait de jeter les ordures, la contamination de l'environnement, est-ce que ce n'est pas des comportements qui peuvent favoriser, qui peuvent être source d'infections nosocomiales? Monsieur Nakoulma. Effectivement, la contamination de l'environnement est source de propagation des germes. Voilà, entre les patients, vous voyez que s'il y a les déchets, les eaux usées qui sont jetées dans l'environnement, et on a parlé tantôt également des animaux nuisibles qui sont en train de se propager dans les structures sanitaires. On a les cafards, on a les mouches, les moustiques, les rongeurs. Voilà, donc ils peuvent transporter les germes d'un patient à un autre, en tout cas de l'environnement, des murs et autres, au niveau du matériel de soins. Donc, ça constitue vraiment des éléments qu'il faut vraiment travailler à améliorer. Okay. Voilà. Est-ce que les accompagnants peuvent être aussi concernés par les infections nosocomiales? Docteur Nana. Ok, merci. Malheureusement, oui. Les accompagnants sont concernés par les infections nosocomiales, les infections associées aux soins. Les visiteurs également, parce que c'est à peu près donc, une famille, donc, et les accompagnants, et les visiteurs. Et bien sûr, les agents de santé sont même en première ligne pour contracter les infections associées aux soins. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation pour que les gens puissent prendre les précautions. Et pour les agents de santé, comment ils peuvent mieux se protéger? Et puis, quelle est la stratégie qui est mise en place, surtout pour les CSPS des villages? Est-ce qu'il y a aussi une assurance santé? Okay. Alors, pour la protection du personnel de santé, la meilleure protection, c'est la prévention. C'est observer les pratiques d'hygiène des mains, essentiellement parce que la plupart donc, de ces infections-là surviennent donc, à travers l'hygiène des mains, mais également respecter les bonnes pratiques d'asepsie et des prestations. Donc, il y a des procédures techniques qui sont édictées, il faut les respecter. Et je pense que c'est la meilleure manière de se protéger. Il y a également donc, les équipements de protection individuelle qui sont disponibles, qui doivent être utilisés en fonction de l'exposition de l'agent de santé aux contaminants. Donc, il faut également les utiliser. On remarque que la plupart du temps, les gens ne les utilisent pas. Il n'y a que les gants qu'ils utilisent. Les autres équipements de protection ne sont pas utilisés. Et donc, ça les expose à contracter des infections. Donc, même s'il est au CSPS, je pense qu'il peut très bien observer les mesures et surtout utiliser aussi les équipements de protection. Monsieur Tchombiano, lui, il est choqué par rapport au comportement dans les deux reportages. Est-ce que les populations sont informées sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire dans les hôpitaux? Madame Sandwiti, est-ce que les structures sanitaires, il y a un service de communication spécifiquement pour l'hygiène? Bon, il faut dire que la communication en milieu de soins est insuffisante. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il y a la communication, mais quand on voit le comportement de certains usagers, on sent qu'il y a une insuffisance de communication. Donc, dans beaucoup de structures sanitaires, il n'y a pas de programme formel de sensibilisation. Quand on prend la communication, on tend à faire la sensibilisation en milieu communautaire et on n'insiste pas sur la communication en milieu de soins. Donc, ce sont des actions à renforcer
avancé. Et je me dis que les médias même peuvent relayer ces informations-là. Et je pense que c'est l'objectif même de cette émission. Donc, il faut communiquer suffisamment. Il faut un programme de sensibilisation. Et il faut même qu'entre les usagers, il y ait cette communication-là. Parce que c'est une sensibilisation est-ce que ce n'est pas continue. plus pertinent de mettre une équipe dans une structure sanitaire qui peuvent guider? Parce que n'oubliez pas qu'il y a des hôpitaux qui sont des références. Donc, des gens quittent le village et ils viennent. Il y a quand même... ils sont un peu perdus. Je n'ai pas très... il y a des hôpitaux qui ont ces initiatives-là. Quand on prend l'exemple de Soulou-Sanou, ils ont recruté une griotte. Et la personne a des jours de passage pour sensibiliser la population. Donc, ce sont des pratiques à encourager au niveau des hôpitaux. Ça veut dire qu'il faut développer un système de sensibilisation continue parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs. Si on fait une sensibilisation ponctuelle aujourd'hui et demain, on ne communique pas, ceux qui sont venus aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes peut-être qu'on va trouver demain. Donc, il faut un système de sensibilisation continue. Pourquoi pas même à travers des écrans de sensibilisation, des images. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en matière de communication. Quelque chose est fait, mais c'est insuffisant. D'accord, docteur Nana, vous voulez compléter? Oui, merci. Je voulais juste compléter ce qu'elle a dit en disant que nous avons justement dans le cadre du projet PRISM mis en place donc un guide donc, de gestion du séjour des usagers au sein des formations sanitaires qui montre un peu comme un livret d'accueil, comment accueillir la personne, comment communiquer les informations clés du séjour de la personne à l'intérieur de la formation sanitaire qui prend en compte donc les questions d'hygiène. Oui, merci. Je vais ajouter aussi que, justement, dans le cadre du projet, nous avons également prévu de mettre en place des systèmes de sensibilisation continue, de façon audio et puis également visuelle à travers des images ou des messages qui peuvent être diffusés de façon permanente pour guider en tout cas les usagers quant aux gestes d'hygiène à avoir au sein des hôpitaux. Voilà. Okay. Est-ce que, comment prévenir là, cette question nous amène dans les laboratoires d'analyse médicale. Comment prévenir les risques d'infection au sein des laboratoires d'analyse médicale? Okay. Donc, il faut dire que, effectivement, au niveau donc, des laboratoires, c'est un risque, en tout cas, qui est avéré pour le risque infectieux, surtout les laboratoires qui manipulent donc, les échantillons donc, à la recherche de germes infectieux. Alors, il y a au niveau national des directives qui ont été édictées pour la prévention et le contrôle des infections qui intègrent les directives à prendre lorsque nous sommes dans un laboratoire. Et il y a également un guide qui a été élaboré pour montrer comment le faire. Donc, il y a des procédures à suivre pour pouvoir respecter effectivement les précautions, les principes d'hygiène lorsque l'on manipule donc, les échantillons des patients qui sont potentiellement contaminés. On parle de l'hôpital de Kongoussi qui a été, qui a en tout cas eu un incendie à l'hôpital de Kongoussi. La personne se demande la fumée, puisqu'il y avait des déchets biomédicaux, il y avait plein de trucs quand même. Est-ce que la fumée n'est pas toxique? Est-ce que ça n'a pas infecté les individus qui étaient là-bas? Parce que est-ce qu'on peut considérer cette fumée, on peut comparer cette fumée à une fumée d'un feu de brousse? Docteur Séré. Bon, une fumée, je dois dire, est déjà toxique. Est déjà nocive, en fait. Donc, que ce soit pour le feu de brousse ou issu d'un incendie, en fait, quand ça devient une fumée, la fumée est toxique, mais on ne peut pas dire qu'il y a des germes à l'intérieur de la fumée pour aller... C'est la fumée en elle-même qui pollue l'environnement. Et donc, en ce sens, on ne pourrait pas dire que la fumée issue de l'incendie du CMA de Kongoussi est hautement, disons, je vais dire, plus nocive qu'un autre incendie ou un feu de brousse. Peut-être à des degrés divers, mais ça reste quand même, voilà, nocif. Dans la même lancée, on parle d'un incinérateur qui dégage une fumée bizarre. L'odeur est terrible. Donc, on parle même du mauvais fonctionnement de cet incinérateur-là. Est-ce que, qu'est-ce qui fait que, bon, la personne n'a pas voulu citer la localité, donc, mais la personne demande qu'est-ce qui est fait pour la maintenance et l'entretien. Apparemment, il y a un problème. Si la personne n'a pas donné la localité, on ne peut pas...
Bon, est-ce que déjà les incinérateurs qui fonctionnent sont bien entretenus? Je vais peut-être m'avancer et puis M. Nakoulma va compléter. Il faut dire que de façon générale, il y a un problème d'entretien en fait lié aux incinérateurs. Et un incinérateur qui fonctionne mal dégage de la fumée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on constate. Peut-être pour ce qui est des incinérateurs construits au sein des CSPS, là, je vais peut-être laisser M. Nakoulma peut-être mieux donner des explications. Mais pour ce qui est des incinérateurs en machine, en fait, quand ce n'est pas bien maintenu et ça fonctionne, si l'utilisateur l'utilise mal, c'est ça en fait qui crée de la fumée. Sinon, un incinérateur machine qui donne les degrés qu'il faut, minimum 800 degrés en allant, ne produit pas de la fumée. C'est la mauvaise utilisation, le manque de maintenance qui amène ces incinérateurs à fumer. Voilà. Okay. Donc, effectivement, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est vraiment le manque de maintenance qui affecte nos incinérateurs dans nos établissements de santé. Vous savez, depuis les années 2010, la Banque mondiale nous avait accompagnés avec un certain nombre d'incinérateurs semi-électriques. Mais aujourd'hui, rares sont ces incinérateurs qui sont toujours fonctionnels parce qu'il n'y a pas eu un système de maintenance qui est mis en place. Et également, les opérateurs qui sont chargés de détruire les déchets biomédicaux n'ont pas eu une formation suffisante. Donc, ça fait que souvent, on charge les incinérateurs au-delà de leurs capacités qui vont essayer de... ça contribue quand même à dégrader l'état de fonctionnement des incinérateurs le plus rapidement possible. Et au niveau des CSPS également, vous avez des incinérateurs qu'on appelle souvent des incinérateurs artisanaux, de type Bayeul, de type Montfort ou de type Guava, etc. Donc, à ce niveau également, vous avez des incinérateurs qui ne répondent pas aux normes, c'est-à-dire la capacité, aux besoins de la structure. Donc, ça fait que les opérateurs chargent l'incinérateur et les mailles là sont colmatées. Donc, la combustion n'est pas complète. Donc, ça fait que ça produit des fumées toxiques et avec beaucoup d'odeur. Voilà. Ok, docteur Nana, et quelle est la politique du ministère de la Santé en matière de réalisation d'incinérateurs, surtout adaptés, la construction d'incinérateurs adaptés? Ok, merci. Je pense que nous avons au niveau national un plan stratégique de la gestion des déchets biomédicaux qui propose donc des stratégies donc de suivi et en tout cas de mise à disposition des incinérateurs au niveau des formations sanitaires. Et nous avons donc réfléchi également, et c'est ce qui est actuellement sur la table des débats, comment mutualiser la gestion de ces déchets biomédicaux, parce qu'on remarque que les incinérateurs coûtent très cher. Si on veut avoir des incinérateurs adaptés, et ça coûte très cher. L'entretien coûte également cher, que même si les partenaires s'avancent, à un moment donné, la structure ne peut pas supporter les coûts donc d'entretien, et qui fait qu'il y a toujours donc des problèmes de maintenance. Donc nous sommes en train donc de réfléchir ensemble comment mettre en place un système donc de mutualisation de la gestion des déchets au niveau donc du Burkina de façon globale, et surtout dans la ville de Ouagadougou et de Bobo en particulier. Donc je pense que bientôt nous allons pouvoir mettre en place des actions. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier tour de table rapidement. Quel message avez-vous à l'intention des usagers des hôpitaux, des structures sanitaires du Burkina en matière d'hygiène hospitalière? On va commencer avec vous rapidement, succinctement. Ok, merci bien. Donc, le message que nous avons à lancer à l'endroit des usagers de l'hôpital, c'est de vraiment respecter les consignes, les directives et les règles de base en matière d'hygiène hospitalière. Voilà, donc, quand on dit un accompagnant, un patient, il faut vraiment respecter ça. Et quand on dit vraiment, il ne faut pas amener la nourriture, il ne faut pas manger la nourriture dans les salles de soins, donc dans les salles d'hospitalisation également, il faut vraiment respecter ces consignes pour pouvoir améliorer la qualité des soins dans nos établissements de santé. Voilà, merci. Vraiment, l'attention des usagers, c'est de respecter les règles d'hygiène. Il faut cultiver vraiment la propreté au quotidien. Voilà. Ok, merci. Pour moi, ce serait à l'endroit des usagers, mais également des professionnels de santé, c'est de vraiment s'approprier l'hygiène hospitalière. Quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à notre place. Dites-nous que c'est notre santé avant tout, et nous devons mettre tout en œuvre pour garder notre environnement sain, pour
protéger nos patients et protéger également notre personnel et surtout protéger nos familles parce que nous ramenons souvent des germes à la maison. Pour terminer, donc c'est pour dire que l'hygiène c'est l'affaire de tous. Donc il faut qu'ensemble nous puissions donner vraiment le meilleur de nous-mêmes et donner les contributions que nous pouvons faire au niveau des hôpitaux pour pouvoir améliorer l'état d'hygiène au sein des structures sanitaires. C'est donc la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour notre numéro de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Ceci est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature. Un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits